aujourd'hui, nous commençons donc une série sur le romantisme. Nous allons chercher les origines, voir comment il s'est développé en France et comment il s'est acclimaté, si je peux dire, en France, étant donné qu'il ne vient pas de chez nous. Mais il était naturel qu'il vienne de chez nous après la Révolution, car après toutes les révolutions, il est tout naturel que les esprits changent, que les sensibilités se modifient, et même que les arts prennent un autre courant. Nous le voyons du reste en ce moment. Alors naturellement, on a disputé en France pour savoir si les origines dataient de Chénier. Ce n'est pas mon avis. Vous ne considérez pas Chénier comme un Je ne considère pas Chénier comme un poète romantique, non. Je considère Chénier comme un poète classique. Peut-être, disons qu'il est moitié-moitié, mais encore, je ne crois pas. On a dit qu'il était romantique parce qu'il a parlé de la mort d'une certaine façon et qu'on en parlait peu avant. C'est vrai, ceci est exact. Mais malgré tout, il y a la forme. Et la forme n'est pas d'un poète romantique, elle est d'un poète classique. Il n'y a aucun appel à Dieu, à l'univers, enfin, à tout ce que nous voyons dans Hugo, dans Vigny, dans Musset, et même dans les poètes mineurs. Vraiment, c'est un pur classique, à mon avis. Alors nous allons, si vous voulez, faire dater ça de Rousseau, qui est le véritable introducteur du romantisme en France, étant donné sa formation. Et il n'est pas français, il ne faut pas l'oublier, il est suisse, mais suisse avec peut-être des influences allemandes. Le romantisme était alors en pleine floraison en Allemagne. On écoutait beaucoup ce qu'appelaient tous les von Arnim, dont on appelait la vie idéale, c'est-à-dire une vie de folie, d'excès, toute chose qui n'existait pas en France à ce moment-là. On était encore assez près de ce qui a précédé la Révolution, c'est-à-dire d'une tenue tout au moins dans la littérature. Et si Rousseau a introduit cette façon de penser et de sentir, il faut considérer que c'est lui qui le premier a donné le signal du départ. Et non seulement ça, en donnant le signal du départ, il a du même coup accrédité sa façon de sentir, qui était une façon de sentir purement romantique, en effet. Ceci est un exemple, car il retourne en arrière, ce que nous avons peu vu chez les classiques, avec un sentiment de mélancolie et d'amour qui est très particulier. C'est pourquoi j'ai choisi cette 10e promenade, qui est une des plus belles. Alors, voulez-vous, s'il vous plaît, très volontiers, madame, la lire? Aujourd'hui, jour de Pâques fleuries, il y a précisément 50 ans de ma première connaissance avec madame de Warens. Elle avait 28 ans alors. Oui, c'est très difficile, parce que ça n'est pas un compte-rendu qui fait, c'est un souvenir. C'est un souvenir, et c'est un souvenir mélancolique et extrêmement tendre. Et je voudrais qu'on sente ça. Aujourd'hui, jour de Pâques fleuries, il y a précisément 50 ans de ma première rencontre avec madame de Warens. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Alors 28 ans, c'est pas beaucoup, quoi, car à cette époque, c'était davantage. Hein. Elle avait 28 ans, alors. Et vous, il y a comme un regret. Tous ceux qui revoient là, ils le revoient avec regret. Regret du temps qui passe. Elle avait 28 ans alors, étant née avec le siècle. Je n'en avais pas encore 17. Et mon tempérament naissant, mais que j'ignorais encore, donnait une nouvelle chaleur à un cœur naturellement plein de vie. S'il n'était pas étonnant qu'elle conçût de la bienveillance pour un jeune homme vif, mais doux et modeste, d'une figure assez agréable, il l'était encore moins qu'une femme charmante, pleine d'esprit et de grâce, m'inspira avec la reconnaissance des sentiments plus tendres que je ne distinguais pas. C'est bien. Continuez. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment
décida de moi pour toute ma vie. Alors, voyez-vous, toute ma vie est très importante, pour toute ma vie. Et c'est vrai que ça a pesé sur toute sa vie. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie. Mais ce qui est moins ordinaire est que ce premier moment décida de moi pour toute ma vie et produisit, par un enchaînement inévitable, le destin du reste de mes jours. Bien. Mon âme, dont les organes n'avaient point développé les plus précieuses facultés, n'avait encore aucune forme déterminée. Elle attendait, dans une sorte d'impatience, le moment qui devait la lui donner. Et ce moment, accéléré par cette rencontre, ne vint pourtant pas si tôt. Et dans la simplicité de mœurs que l'éducation m'avait donnée, je vis longtemps prolonger pour moi cet état délicieux, mais rapide, où l'amour et l'innocence habitent le même cœur. Elle m'avait éloigné, tout me rappelait à elle, il fallut revenir. Elle était en effet bilingue, elle parlait admirablement l'allemand, elle avait en somme une culture européenne. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles elle a eu l'influence qu'elle a eue. Mais au moment où nous parlons, il y avait en Allemagne une personne qui s'appelait Bettina Brentano, Bettina von Arnim, quand elle fut mariée, celle qui aimait Goethe aussi, et qui menait avec son mari, son frère et les gens autour d'elle une vie qu'elle appelait la vie géniale. Cette vie géniale était simplement une succession de cavalcades, d'excursions, de folies, d'aller à l'extrême toujours. Eh bien, je crois que ceci a certainement compté auprès de Madame de Staël. La contagion est venue en France. Elle est venue, on ne sait pas très bien comment ni pourquoi, mais le fait est qu'elle est venue et que Madame de Staël en a été le premier représentant. Il y a un portrait d'elle que va nous lire Madame Josette Boulvat qui est très intéressant, car on a l'impression qu'on la voit. Alors, voulez-vous nous faire un portrait de Madame de Staël? Eh bien, je crois qu'il faut demander à ses contemporains, à Goethe, qui était familier de son salon, et qui écrit des petites lignes assez dures, mais tellement drôles et vivantes sur elle. Oui. Son bonheur était de philosopher dans un salon. Et qu'est-ce que cette manière de philosopher? Le talent de disserter brillamment sur d'inscrutables problèmes. Le plaisir qu'elle y prenait allait jusqu'à la passion. Dans la chaleur de la conversation, elle s'élançait même et plongeait étourdiment au fond de cette sphère intime où le sentiment et la pensée se cachent. Elle s'emparait de ces sujets qui doivent rester des mystères et n'être débattus qu'entre Dieu et notre propre cœur. Femme et femme française, elle soutenait son dire avec énergie, avec éloquence, avec une obstination souvent sophistique, et n'écoutait guère ou ne pesait pas avec scrupule les objections de ses antagonistes. Tout cela éveillait en moi le mauvais esprit, le désir de la contredire, et presque toujours, je repoussais par des objections et des arguments vigoureux les idées qu'elle mettait en avant. Mon opposition décidée et invincible la mettait au désespoir. C'est dans cette situation qu'elle paraissait la plus aimable et déployait avec le plus de succès cette vivacité d'imagination, cette promptitude de répartie qui la caractérisait. J'ai eu avec elle plusieurs de ces tête-à-tête guerroyants. Il faut avouer qu'ils me fatiguaient un peu. Sur les plus importants objets, elle ne vous laissait pas une minute de réflexion. Après avoir soulevé des questions dont la profondeur épouvante la pensée, elle prétendait que la conversation marchât aussi rapidement que possible. Vous eussiez dit qu'il ne s'agissait que de se renvoyer la balle avec vivacité et que le reste importait peu. C'est très joli. C'est très joli et vous le dites très bien. Eh bien, le portrait qui fait d'elle est parfait. On voit la femme qu'elle était, la femme tumultueuse qu'elle était, qui se roulait sur les marches de l'escalier de Coppet. On la voit très bien. Et puis, enfin, c'est le sujet, presque le sujet même que nous traitons, parce qu'enfin, le romantisme est venu en France par l'Allemagne,
Et Madame de Staël en a été un véhicule Oui. certain. Mais je n'ai pas choisi des textes qui se rapportent justement aux écrivains allemands. C'est un texte beaucoup plus général sur l'enthousiasme. Ah ouais, mais c'est très bien. Et je trouve que là, vraiment, peut-être est-elle moins femme du XVIIIe que dans tous les écrits que nous oui, avons lus oui, jusqu'à oui. présent. Alors, je vous écoute. Le texte est donc extrait de l'Allemagne, Oui. et c'est une sorte de définition de l'enthousiasme. Beaucoup de gens sont prévenus contre l'enthousiasme. Ils le confondent avec le fanatisme, et c'est une grande erreur. Le fanatisme est une passion exclusive dont une opinion est l'objet. L'enthousiasme se rallie à l'harmonie universelle. C'est l'amour du beau, l'élévation de l'âme, la jouissance du dévouement réunis dans un même sentiment Alors, qui a de la grandeur et du calme. Vous-même participez à cet état. Et plus de chaleur. Plus de chaleur. Beaucoup de gens sont prévenus contre l'enthousiasme. Ils le confondent avec le fanatisme, et c'est une grande erreur. Le fanatisme est une passion exclusive, dont une opinion est l'objet. L'enthousiasme se rallie à l'harmonie universelle. C'est l'amour du beau, l'élévation de l'âme, la jouissance du dévouement, réunis dans un même sentiment qui a de la grandeur et du calme. Le sens de ce mot chez les Grecs en est la plus noble définition. L'enthousiasme signifie Dieu en nous. En effet, quand l'existence de l'homme est expansive, elle a quelque chose de divin. Tout ce qui nous porte à sacrifier notre propre bien-être ou notre propre vie est presque toujours de l'enthousiasme. Car le droit chemin de la raison égoïste doit être de se prendre soi-même pour but de tous ses efforts et de n'estimer dans ce monde que la santé, l'argent et le pouvoir. Sans doute la conscience suffit pour conduire le caractère le plus froid dans la route de la vertu. Mais l'enthousiasme est à la conscience ce que l'honneur est au devoir. Il y a en nous un superflu d'âme qu'il est doux de consacrer à ce qui est beau, quand ce qui est bien est accompli. Il est temps de parler du bonheur. J'ai écarté ce mot avec un soin extrême, parce que depuis près d'un siècle surtout, on l'a placé dans des plaisirs si grossiers, dans une vie si égoïste, dans des calculs si rétrécis, que l'image même en est profanée. Mais on peut le dire cependant avec confiance. L'enthousiasme est de tous les sentiments celui qui donne le plus de bonheur, le seul qui en donne véritablement, le seul qui sache nous faire supporter la destinée humaine dans toutes les situations où le sort peut nous placer. C'est en vain qu'on veut se réduire aux jouissances matérielles. L'âme revient de toutes parts. Alors, nous sommes maintenant en présence de Chateaubriand, c'est-à-dire d'un géant du romantisme, un de ceux qui ont le plus contribué à le faire adorer en France. Nous avons choisi M. Villon, qui est un acteur enthousiaste et plein de force, qui va vous lire un passage d'Atala. Oui. Alors là, c'est un passage proprement romantique. Ah oui, 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 mais il est beau. Il est très, beau. Très beau. Et je vais dire le récit de la vie d'Atala et la réponse ensuite de René, qui sont proprement un dialogue de drame romantique. Absolument, c'est magnifique. Alors, je situe le passage que je vais lire. Nous sommes en 1725. Le jeune Français René, exilé volontaire, est accueilli par la tribu des Natchez. Le patriarche Cactas lui fait un soir, à la clarté de la lune, au bord de l'Oyo, le récit de ses aventures. Un ton plus haut. Fait prisonnier par une tribu rivale et condamné à mort, il parvient à s'enfuir en compagnie d'une jeune indienne, Atala. Alors voici la suite du récit. C'est donc le patriarche qui s'adresse à René. Ô René, si tu crains les troubles du cœur, défie-toi de la solitude. Les grandes passions sont solitaires, et les transporter au désert, c'est les rendre à leur empire.
accablé de soucis et de craintes, exposé à tomber entre les mains des Indiens ennemis, à être englouti dans les eaux, piqué des serpents, dévoré des bêtes, trouvant difficilement une chétive nourriture et ne sachant plus de quel côté tourner nos pas, nos maux semblaient ne pouvoir plus que s'accroître lorsqu'un accident y vint mettre un terme. C'était le 27e soleil depuis notre départ des cabanes. La lune de feu avait commencé son cours et tout annonçait un orage. Vers l'heure où les matrones indiennes suspendent la crosse du labour aux branches du savinier et où les perruches se retirent dans le creux des cyprès, le ciel commença à se couvrir. Les voix de la solitude s'éteignirent, le désert fit silence, et les forêts demeurèrent dans un calme universel. Bientôt, les roulements d'un tonnerre lointain se prolongeant dans ces bois aussi vieux que le monde en firent sortir des bruits sublimes. Craignant d'être submergés, nous nous hâtâmes de gagner le bord du fleuve et de nous retirer dans la forêt. Ce lieu était un terrain marécageux. Nous avancions avec peine sous une voûte de smilax, parmi des cèpes de vigne, des indigos, des phaséoles, des lianes rampantes qui entravaient nos pieds comme des filets. Le sol spongieux tremblait autour de nous, et à chaque instant, nous étions près d'être engloutis dans les fondrières. Des insectes sans nombre, d'énormes chauves-souris nous aveuglaient, les serpents à sonnettes bruissaient de toutes parts, et les loups, les ours, les carcajous, les petits tigres qui venaient se cacher dans ces retraites les remplissaient de leurs rugissements. Cependant, l'obscurité redouble. Les nuages abaissés entrent sous l'ombrage des bois. La nuit se déchire, et l'éclair trace un rapide losange de feu. Un vent impétueux sorti du couchant roule les nuages sur les nuages. Les forêts plient, le ciel s'ouvre coup sur coup, et à travers ces crevasses, on aperçoit de nouveaux cieux et des campagnes ardentes. Quel affreux, quel magnifique spectacle! C'est un poème peu connu de Lamartine et qui est vraiment sublime, un des plus beaux qui existent. Il dit de lui-même « C'est un chant, ou plutôt un cri de pieux enthousiasme échappé de mon âme à Florence en 1828. C'est une des poésies de ma jeunesse qui me rappelle le plus à moi-même le modèle idéal du lyrisme dont j'aurais voulu approcher. » Eh bien, mon Dieu n'a pas à s'approcher, c'est le lyrisme même, c'est la beauté même. Il n'y a pas, à mon avis, de poème plus parfait que ce poème. Et non seulement ça, mais vous remarquerez qu'il parle du temps et de l'espace. Mais dans la minute qui passe, l'infini de temps et d'espace dans mon regard se répétait. Or, c'est peut-être la première fois qu'on voit réunis ces deux termes qui, à l'heure qu'il est, sont pour les physiciens un problème, le problème essentiel qui est celui du temps et de l'espace. C'est assez curieux de voir apparaître dans un poème qui est tout de même dédié à l'éternité de la nature et à la brièveté de l'homme. Alors, je pense qu'il est très intéressant que Colette Aumont travaille ce poème, parce qu'une fois qu'elle sera ça, elle sera ce qu'il y a de plus beau, moi je prétends, dans tout le romantisme. Alors, Colette, allez-y. Merci, madame. Roulez dans vos sentiers de flammes, astres, rois de l'immensité. Insultez, écrasez mon âme par votre presque éternité. Et vous, comète vagabonde du divin océan des mondes, débordement prodigieux, sortez des limites tracées et révélez d'autres pensées de celui qui pensa les cieux. Bien. Triomphe, immortelle nature, à qui la main pleine de jours prête des forces sans mesure, des temps qui renaissent toujours. La mort retrempe ta puissance, donne, ravit, rend l'existence à tout ce qui la puise en toi. Insecte éclos de ton sourire, je nais, je regarde et j'expire. Marche et ne pense plus à moi.
Vieil océan, dans tes rivages flotte comme un ciel écumant, plus orageux que les nuages, plus lumineux qu'un firmament, pendant que les empires naissent, grandissent, tombent, disparaissent avec leur génération. Dresse tes bouillantes crêtes, bat ta rive et dis aux tempêtes, où sont les nids des nations? Toi qui n'es pas lasse d'éclore depuis la naissance des jours, lève-toi, rayonnante aurore, couche-toi, lève-toi toujours. Réfléchissez ces feux sublimes, neiges éclatantes des cimes, où le jour descend comme un roi. Brillez, brillez pour me confondre, vous qu'un rayon du jour peut fondre, vous subsisterez plus que moi. Et toi qui t'abaisses et t'élèves comme la poudre des chemins, comme les vagues sur la grève, race innombrable des humains, survis au temps qui me consume, engloutis-moi dans ton écume, je sens moi-même mon néant. Dans ton sein, qu'est-ce qu'une vie? Bien. Ce qu'est une goutte de pluie dans les bassins de l'océan. Vous mourrez pour renaître encore. Vous fourmillez dans vos sillons. Un souffle du soir à l'aurore renouvelle vos tourbillons. Une existence évanouie ne fait pas baisser d'une vie le flot de l'être toujours plein. Il ne vous manque, quand j'expire, pas plus qu'à l'homme qui respire ne manque un souffle de son sein. Vous allez balayer ma cendre, l'homme ou la secte en renaîtra, mon nom, brûlant de se répandre, dans le nom commun se perdra. Il fut, voilà tout. Bien. Très bientôt même l'oubli couvre ce mot suprême, un siècle ou deux l'auront vaincu, mais vous ne pouvez, ô nature, effacer une créature. Je meurs, qu'importe, j'ai vécu. Dieu m'a vu. Très bien. Le regard de vie s'est abaissé sur mon néant. Votre existence rajeunit à des siècles. J'eus mon instant. Mais dans la minute qui passe, l'infini de temps et d'espace, dans mon regard s'est répété. Et j'ai vu dans ce point de l'être la même image m'apparaître que vous dans votre immensité. Distances incommensurables, abîmes des monts et des cieux, vos mystères inépuisables se sont révélés à mes yeux. J'ai roulé dans mes vœux sublimes plus de vagues que tes abîmes n'enroulent, ô mer en courroux. Et vous, soleils aux yeux de flamme, le regard brûlant de mon âme s'est élevé plus haut que vous. De l'être universel, unique, la splendeur dans mon ombre à lui. Et j'ai bourdonné mon cantique de joie et d'amour devant lui. Et sa rayonnante pensée dans la mienne s'est retracée. Et sa parole m'a connue. Et j'ai monté devant sa face. Et la nature m'a dit, passe, ton sort est sublime. Il t'a vu. Vivez donc vos jours sans mesure, terre et ciel, céleste flambeau, montagne, mer, et toi, nature, souris longtemps sur mon tombeau, effacé du livre de vie, que le néant même m'oublie. J'admire et ne suis point jaloux. Ma pensée a vécu d'avance et meurt avec une espérance plus impérissable que vous. Eh bien, c'est très bien. Je suis enchantée, vous l'avez très bien dit. Je vous remercie beaucoup, madame. C'est très bien, je suis très content. Et Bose murmurait avec la voix de l'âme, comment se pourrait-il que de moi ceci vint? Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils. Et je n'ai pas de femme. Et je n'ai plus de femme. Le chiffre de mes ans a passé 80, et je n'ai pas de fils, et je n'ai plus de femme. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre,
et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante, et moi mort à demi. Non, voyez-vous, ce n'est pas juste. Parce que c'est une chose de regret, mais c'est une chose tout de même très vivante, très forte. De Et constatation. Oui. voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre. Elle à demi vivante et moi mort à demi. N'est-ce pas, c'est grave tout ça. Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. Et nous sommes encore tout mêlés l'un à l'autre, elle à demi vivante, et moi mort à demi. Bien. Une race naîtrait de moi. Comment le croire? Comment se pourrait-il que comment juste se des enfants pourrait-il que juste des enfants? Quand on est jeune, on a des matins triomphants. Le jour sort de la nuit comme d'une victoire. Mais vieux, on tremble ainsi qu'à l'hiver le bouleau. Je suis veuf, je suis seul, et sur moi le soir tombe, et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Ça, c'est un magnifique vers. Il ne faut pas le couper, hein. Comme un bœuf ayant soif penche son front sur l'eau. Cocteau appelait ça dire des vers qui ont 24 pieds, mais c'est la vérité. Il faut les étirer, n'est-ce pas? Et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Et je courbe, ô mon Dieu, mon âme vers la tombe, comme un bœuf ayant soif penche son front vers l'eau. Voilà. Ainsi parlait Bose, dans le rêve et l'extase, tournant vers Dieu ses yeux par le sommeil noyé. Le cèdre ne sent pas une rose à sa base, et lui ne sentait pas une femme à ses pieds. Pendant qu'il sommeillait, Ruth, une Moabite, s'était couchée aux pieds de Bose, le sein nu, espérant on ne sait quel rayon inconnu, quand viendrait du réveil la lumière subite. Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Alors, voyez-vous, il faut tout de même aller un petit peu plus lentement, Oui, à mon accélérer un avis. peu le... Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Il ne faut pas dire, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. Il faut tout de même que les intentions de Dieu, on leur fasse une petite place. Alors, Bose ne savait point qu'une femme était là, et Ruth ne savait point ce que Dieu voulait d'elle. voilà. Un frais parfum sortait des touffes d'asphodèle. Les souffles de la nuit flottaient sur Galgala. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Alors ça, c'est le mystère du génie, c'est admirable, n'est-ce pas? L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Ça veut rien dire, mais c'est tellement beau. Alors, tout de même, il faut qu'on le sente, ça, il faut que vous le marquiez un peu. L'ombre était nuptiale, auguste et solennelle. Les anges y volaient sans doute obscurément, car on voyait passer dans la nuit, par moments, quelque chose de bleu qui paraissait une aile. Qu'est-ce que c'est que ce quelque chose de bleu? Personne n'en sait rien. C'est tellement beau. La respiration de Bose qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. À vous. La respiration de Bose qui dormait se mêlait au bruit sourd des ruisseaux sur la mousse. On était dans le mois où la nature est douce, les collines ayant des lys sur leur sommet. Ruth songeait et Bose dormait. L'herbe était noire,
Les grelots des troupeaux palpitaient vaguement. Une immense bonté tombait du firmament. C'était l'heure tranquille où les lions vont boire. Très bien. Tout reposait dans Ur et dans Gérimadette. Les astres émaillaient le ciel profond et sombre. Le croissant fin et clair parmi ces fleurs de l'ombre brillait à l'Occident. Et Ruth se demandait, immobile, ouvrant l'œil à moitié sous ses voiles, quel Dieu, quel moissonneur de l'éternel été avait, en s'en allant, négligemment jeté cette faucille d'or dans le champ des étoiles. Bien, c'est bien, vous prendrez votre souffle pour élargir les derniers vers. Mais c'est bien, c'est mieux. Vous avez bien compris ce que je voulais dire, surtout. Cette espèce de chant continu. C'est pour ça que le poème est difficile à dire. C'est qu'il faut à la fois une continuité de son et qu'il faut tout de même introduire dedans certaines nuances, mais imperceptibles. Parce que sans ça, ça devient tout de suite vulgaire. C'est tellement beau, on ne peut pas, il n'y a rien à dire, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une syllabe à reprendre, tout ça est d'une beauté extraordinaire. Et je crois que quand les poèmes arrivent à cet état de beauté parfaite, il faut se hausser jusqu'à la perfection soi-même qui est dans le calme. Oh, que le ciel est grand, que ce monde est heureux. Que la nature est calme et bienfaisante. Veux-tu aussi que je te fasse de la science et que je te parle astronomie? Dis-moi, dans cette poussière de monde, y en a-t-il un qui ne sache sa route, qui n'ait reçu sa mission avec la vie et qui ne doive mourir en l'accomplissant? Pourquoi ce ciel immense n'est-il pas immobile? Dis-moi, s'il y a jamais eu un moment où tout fut créé, en vertu de quelle force ont-ils commencé à se mouvoir, ces mondes qui ne s'arrêteront jamais? Par l'éternelle pensée. Par l'éternel amour. La main qui les suspend dans l'espace n'a écrit qu'un mot en lettres de feu. Ils vivent parce qu'ils se cherchent. Et les soleils tomberaient en poussière si l'un d'entre eux cessait d'aimer. Ah, toute la vie est là? Oui, toute la vie. Alors, j'ai plus d'enthousiasme. Ah, toute la vie est là. C'est plus chaleureux, n'est-ce pas? Ah, toute la vie est là. Oui, toute la vie. Non, c'est pas là. Ah, toute la vie est là. Que je vous entende bien le dire comme il faut. Ah, toute la vie est là. Bien. Oui, toute la vie. Depuis l'océan qui se soulève sous les pâles baisers de Diane, jusqu'au scarabée qui s'endort jaloux dans sa fleur chérie. Demande aux forêts et aux pierres ce qu'elles diraient si elles pouvaient parler. Elles ont l'amour dans le cœur et ne peuvent l'exprimer. Je t'aime. Voilà ce que je sais, ma chère. Voilà ce que cette fleur te dira, elle qui choisit dans le sein de la terre les sucs qui doivent la nourrir. Elle qui écarte et repousse les éléments impurs qui pourraient ternir sa fraîcheur. Elle sait qu'il faut qu'elle soit belle au jour et qu'elle meure dans sa robe de noces devant le soleil qui l'a créée. J'en sais moins qu'elle en astronomie. Donne-moi ta main. Tu en sais plus en amour. J'espère du moins que ma robe de noces ne sera pas mortellement belle. Il me semble qu'on rôde autour de nous. Non, tout se tait. N'as-tu pas peur? Es-tu venu ici sans trembler? Pourquoi? De quoi aurais-je peur? Est-ce de vous, de la nuit? Non, ça c'est une question. Est-ce de vous ou de la nuit? C'est une question sincère. Pourquoi aurais-je peur? Est-ce de vous ou de la nuit? N'as-tu pas peur? Es-tu venu ici sans trembler? Pourquoi? De quoi aurais-je peur? Est-ce de vous ou de la nuit? Pourquoi pas de moi? Qui te rassure? Je suis jeune, tu es belle, et nous sommes seuls. Eh bien, quel mal y a-t-il à cela? C'est vrai, il n'y a aucun mal. Écoute-moi, et laisse-moi me mettre à genoux. Oh, qu'avez-vous donc? Vous frissonnez. Je frissonne de crainte et de joie, car je vais t'ouvrir le fond de mon cœur. Je suis un fou de la plus méchante espèce, quoique dans ce que je vais t'avouer, il n'y a qu'à hausser les épaules. Je n'ai fait que jouer, boire et fumer depuis que j'ai mes dents de sagesse. Tu m'as dit que les romans te choquent, j'en ai beaucoup lu, et des plus mauvais. Il y en a un qu'on nomme Clarice Harlowe. Je te le donnerai à lire quand tu seras ma femme.
Le héros aime une belle fille comme toi, ma chère, et il veut l'épouser. Mais auparavant, il veut l'éprouver. Alors il l'enlève et l'emmène à Londres. Et après quoi, comme elle résiste, Bedford arrive. Non, c'est-à-dire Tomlinson, un capitaine. Je vais dire Morden. Oh, non, je me trompe. Enfin, pour abréger, Lovelace est un sot, et moi aussi d'avoir voulu suivre son exemple. Oh, Dieu soit loué, tu ne m'as pas compris. Je t'aime, je t'épouse. Il n'y a de vrai au monde que de déraisonner d'amour. Alors, il faut que ce soit une montée, tout ça. Il faut arriver à la fin avec une espèce d'exaltation sincère, cette fois-là. Alors, il faut reprendre ce morceau avec le sentiment d'une exaltation croissante. À partir de... Il y en a un qu'on nomme Clarisse Harlow. Il y en a un qu'on nomme Clarisse Harlow. Je te le donnerai à lire quand tu seras ma femme. Le héros aime une belle fille comme toi, ma chère, et il veut l'épouser, mais auparavant, il veut l'éprouver. Alors il l'enlève et l'emmène à Londres, et après quoi, comme elle résiste, Bedford arrive. C'est-à-dire Tomlinson, un capitaine. Je veux dire Morden. Non, je me trompe. Enfin, pour abréger, Lovelace est un sot, et moi aussi d'avoir voulu suivre son exemple. Oh, Dieu soit loué, tu ne m'as pas compris. Je t'aime, je t'épouse. Il n'y a de vrai au monde que de déraisonner d'amour. Très bien, très bien. Ben, vous avez fait un grand progrès. Après avoir étudié Victor Hugo et Alfred de Musset, nous allons consacrer à Gérard de Nerval la dernière émission, et hélas, de notre série, sur les poètes et les prosateurs de l'époque romantique. Nous allons commencer par le magnifique sonnet que va nous dire Jean-Marie Ferté. Je suis le ténébreux, le veuf que vous connaissez tous d'ailleurs. Bien, alors allons-y. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posélipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Mais c'est très bien. Il y a une toute petite chose que je veux dire. C'est un poème tellement célèbre, comme vous savez que tout le monde connaît. Je crois qu'il faut le dire d'une manière un peu plus détachée que vous ne le faites. Oui. Vous le dites comme quelqu'un qui vous fait tout à coup la confidence d'un état d'âme. Je crois que c'est beaucoup plus impersonnel que ça. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Mais comme une citation, ma seule alors. étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posélipe et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille où le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Là, il faut nettement la question. Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nagent les sirènes, un sang suspendu, et j'ai 2 fois vainqueur, les 2 fois de la folie, traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. Je crois qu'il faut, voyez-vous, un sang suspendu sur sirène et une espèce d'interrogation nette sur suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron. Et les 2 fois vainqueur, c'est sa folie, c'est les 2 fois où il a été fou, n'est-ce pas? Oui. Car au fond, ce sonnet-là, moins que l'autre que nous allons dire ensuite, le 3e revient, c'est encore la première, c'est au fond une confession. Mais ça n'est pas une confession directe, vous comprenez, c'est une confession transposée. Et le poème est tellement célèbre, je crois qu'il y a avantage à être détaché un peu de lui. Oui. Comprenez ce que je veux Oui, dire? je comprends très bien. Alors vous allez nous le redire. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli.
Voyez-vous, il fait un sens, il y a un sens, comme un sens arrêté sur les deux premiers vers, très légèrement, ce qui donne un sens. Je vois qu'il n'y en ait pas. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte, et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Mais aucune intention. Je crois qu'il faut que ce soit absolument objectif. Absolument, l'autre, oui. Mais enfin, c'est une façon de voir. Enfin, il me semble que c'est mieux si on est bien détaché. Alors, je vous écoute. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, C'est ça. le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. Alors, il y a une grande nostalgie. La Torah ennemie du tombeau, toi qui m'as consolé. Rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé. Et la treille ou le pampre à la rose salie. Rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. Là, il y a un immense regret. Mais je vous taquine, je ne sais pas pourquoi. Non, mais... Dans la nuit du tombeau, toi qui m'as consolé, rends-moi le Posillipe et la mer d'Italie. C'est ça. La fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé, et la treille ou le pampre à la rose salie. Suis-je amour ou Phébus, Lusignan ou Biron? Mon front est rouge encore du baiser de la reine. J'ai rêvé dans la grotte où nage la sirène. Et j'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. C'est bien, c'est très bien. C'est monsieur Roger Brett qui va nous dire ce sonnet, qui est un sonnet tout à fait extraordinaire, car il a écrit ça à un moment où il était très près de la folie déjà. Je crois que c'est la dernière année qu'il a écrit ce sonnet. Artémis, la 13e revient, c'est encore la première, et c'est toujours la seule, ou c'est le seul moment, car es-tu reine, ô toi, la première ou dernière? Es-tu roi, toi, le seul ou le dernier amant? Bien. Aimé qui vous aima du berceau dans la bière, celle que j'aimais seule, même encore tendrement, c'est la mort ou la morte. Ô délice, ô tourment, la rose qu'elle tient, c'est la rose trémière. Sainte Napolitaine aux mains pleines de feu, rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, as-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux? Rose blanche, tombée, vous insultez nos dieux, tombez, fantôme blanc de votre ciel qui brûle. La sainte de l'abîme est plus sainte à mes yeux. C'est très bien, très bien. Ça, ce n'est magnifique, ça. C'est très curieux. On a beaucoup dit que la 13e revient signifiait la dernière heure, vous savez, la 12 heures et la 13e. Et la 13e qui revenait était l'heure qui revenait toujours, qui signifiait pour lui la folie, vous savez. On a dit que c'était ça, ce sonnet, que c'était ça, le mystère du sonnet. Oui, et c'est encore la première. C'est cela. C'est associé aussi avec cette heure insupportable du souvenir. Oui. C'est un sonnet extraordinaire. Rose au cœur violet, fleur de Sainte-Gudule, c'est un vers admirable. Alors voilà, c'est fini. Nous avons fini pour cette saison, cette première révision, si on peut dire, des poètes et prosateurs du romantisme. Nous ne les abandonnons pas pour ça, parce que nous allons attaquer, si j'ose dire, Baudelaire à la rentrée.